Salut tout le monde, allô, bienvenue chez Menji, votre podcast, là où on parle sur la communauté congolaise, en tout ce qui est l'éducation, la culture, notre communauté. Et aujourd'hui, je suis accompagnée par ma chère maman que j'aime beaucoup. Bienvenue, maman Janine. Merci, Bichi. De rien, maman Janine. Donc aujourd'hui, nous allons parler avec maman Janine sur la génération de nos parents qui sont venus ici pour étudier dans l'époque des Zaïre, quand il y avait encore des bourses. Nous, on n'a pas de chance. Nous, vraiment, on n'a pas de chance, mais ça existait. Nos parents qui sont venus ici étudier avec des bourses, c'était comment pour eux, leur vie d'étudiante, c'était quoi leurs expériences, c'était quoi les fêtes, ok jazz. On les a ok jazz. Il y avait du tout comme aujourd'hui. Ah oui, il y avait du tout. Donc, maman Janine va vraiment nous parler de son expérience en tant que jeune zaïroise à l'époque qui est venue ici pour étudier. C'était comment dans les écoles, comment vous vous organisez avec le groupe d'étudiants et tout comme ça. Donc, j'ai vraiment envie d'entendre ça et que vous puissiez aussi partager parce que je trouve qu'on se focalise beaucoup sur nos parents Bayaki Awa, pour Bayako Luka. C'est vrai, il y en a beaucoup, mais il y a aussi des autres Bayaki vraiment pour Batanga, pour la pré-bazon à Namboka et après, circonstance, c'est ça que Batikala Awa. Donc, c'est pour cela j'ai vraiment envie d'entendre votre histoire, maman Janine. Je vous demande de vous présenter et après, nous allons continuer notre conversation. Voilà, merci pour l'invitation. De rien. Voilà, donc je m'appelle Munda Mukindi. J'ai une 60aine d'années. Je suis mère de 2 enfants, de grands enfants. Et bientôt déjà grand-mère depuis quelque temps. Félicitations. Et je suis infirmière de formation. Donc maintenant, je suis infirmière jusqu'à ma pension d'ici 4 ans. Donc, voilà. Ok, merci beaucoup, maman Janine. Maman Janine, vous êtes venue ici en Belgique pour vos études. Déjà, je voulais savoir, quand on parle de bourse dans le temps du Zaïre, en fait, c'était qui faisait, ou bien je peux dire, qui avait le droit la bourse ou bien c'était tout le monde qui pouvait se présenter et avoir sa bourse pour venir étudier, ou bien il fallait avoir certaines compétences, ou bien dans certains métiers. Comment ça s'est passé pour avoir ce bourse? Voilà, pour mon trajectoire personnelle, je vais vous expliquer. Moi, je suis venu ici 2 fois. Je suis venu quand j'étais enfant, donc à 8-9 ans, avec mon père, parce qu'il était boursier de l'État zaïrois à l'époque. Non, c'était encore Congo à l'époque. Il est venu étudier à l'ULB pour faire son ingénierat en mine et géologie. Donc, je suis venu en 69 en tant qu'enfant de boursier. Donc, je suis resté ici pendant 3 ans. Et quand il a terminé, nous sommes rentrés au Congo en 74, où, à l'époque, tu rentrais, tu trouvais du travail, et il a travaillé dans le département de l'État, le département de mine. Il était chef de division. À cette époque, on l'a envoyé à Bukavu. Donc, je suis rentré au Congo en 6e primaire. Donc, j'ai repris mes études là-bas, mais j'étais à l'école belge parce que, comme je venais d'ici, pour ne pas couper la formation, donc je suis resté à l'école belge 1 an, et puis j'étais dans l'école zaïroise après, toutes mes secondaires. Donc, j'ai fait mes secondaires là-bas, première CO, 2e, jusqu'en 6e secondaire, et je suis revenu, j'ai comme 1 année au campus de Kinshasa, et puis j'ai repris les études ici en Belgique. Donc, moi, j'ai fait 2 allers-retours. Alors, quand je suis revenu ici, je n'étais pas venu en tant que boursier. Oui. Je suis venu avec l'argent de la famille, parce qu'à l'époque, le Zaïre, donc l'unité monétaire congolaise, 1 Zaïre, équivalait à $2. Donc, c'était beaucoup d'argent. Donc, les parents pouvaient nous payer la scolarité. Et donc, je suis venue en tant que étudiante. Et donc, il fallait encore faire l'équivalence du diplôme parce qu'on n'acceptait pas le diplôme congolais, enfin zaïrois à l'époque comme ça. Il fallait faire une équivalence et ça arrivait que ça te prenne plus de temps et que tu passes 1 année au fait plus ou moins blanche parce que le temps qu'on accepte que tu puisses aller dans telle école avec le pourcentage que tu avais réussi et la faculté. Moi, je voulais faire médecine, mais c'était pas bon parce que j'avais eu 62%, c'était pas assez pour la médecine. Il fallait avoir à partir de 65-70%
Donc, je me suis retrouvé à Mons pour faire l'économie, quelque chose qui m'intéressait vraiment pas. Et donc, j'étais à la faculté catholique de Mons, donc la FUCAM, que maintenant, je sais pas, ça a changé de nom, c'est devenu Louvain-la-Neuve, quelque chose comme ça. Et donc, effectivement, là, on se retrouvait indirect d'office entre étudiants, l'attirance entre étudiants congolais, parce qu'on parlait, ceux qui venaient de Kinshasa, Lingala, ceux qui venaient de Kasaï ou de Lubumbashi et tout ça, on se mettait ensemble dans notre vie estudiantine à Mons. Donc, je veux parler de la vie estudiantine à Mons. C'est là où j'ai commencé mes études ici en Belgique. Oui, maman Jeanne, quand vous nous parlez de, oui, vous êtes venu étudier, ce que je comprends bien, c'est que le monnaie du Zaïre était bien fort et que les parents aussi à l'époque avaient encore de moyens parce que votre papa, quand il est reparti au Congo, il pouvait avoir du travail. Mais même pour vous de venir, c'est comme si c'était facile. Donc, à l'époque, c'était tellement facile d'avoir des visas pour venir étudier. Oui, à l'époque, c'était le Zaïre. Hein? Le Zaïre, c'était le Zaïre. Donc, c'était le Kwamaka, c'est pas comme maintenant, mais c'était vraiment... On te dit, quand tu es Zaïrois, tu débarques à l'aéroport. Hein, et puis, nous avions aussi notre avion, Air Zaïre. Donc, c'est-à-dire que économiquement, nous étions forts. Donc, quand tu as un pays économiquement fort, pourquoi on va te refuser les visas? On n'allait pas te refuser. On savait que tu allais venir, tu allais étudier, tu allais rentrer. Hein, tous ces gens qui sont venus dans les années 70, comme j'ai dit, mon père est arrivé en 69. Il a étudié 3 ans, il a eu son diplôme. Il est rentré. Donc, c'était dans cette mentalité, la région venait pour rentrer. Personne n'avait l'idée qu'il allait rester. Le Zaïre était très fort. C'était, voilà, donc, je dis, un Zaïre équivalait à 2 dollars. Donc, en francs belges, nous n'en parlons même pas. Donc, voilà, on avait notre banque du Zaïre ici, en face de la Banque du Zaïre. Oui, en face de... Banque du Zaïre. La BNB, donc la Banque nationale belge. Il y avait la banque du Zaïre était là, donc c'est-à-dire on changeait l'argent là. Après, ils ont déménagé, ils sont partis aux galeries Ravenstein. Non, à la gare centrale. Oui, dans la galerie là, hein, oui. Ravenstein qui est avec le Beaux-Arts et tout ça. Oui, il y avait la banque du Zaïre là. Donc vous partez avec la carte? Il n'y avait pas de carte à l'époque, c'était pas encore le système de carte, l'argent. L'argent, cash. L'argent, les billets ont changé, on avait nos francs belges pour pouvoir étudier. Et le visa, qu'est-ce qu'on demandait? Il fallait juste montrer que tu pouvais, tu pouvais louer ta chambre, à manger et tout ça. Donc, on calculait par mois. C'était une histoire de 20 000 francs. Donc, si tu avais des 20 000 francs, OK, on t'accordait le visa. Il n'y avait pas de problème. Évidemment, il y avait d'autres qui étaient venus avec des visas de vacances, touristes. Et puis, ils ont envie de rester. Ben, ils traversaient la frontière en France et on leur donnait un visa pour rentrer. Ils rentraient en Belgique. C'était pas grave. C'était une communauté vraiment très, très respectée. La communauté zaïroise. Très, très respectée. Oui. Et c'était l'idée de qui pour que vous veniez ici en Europe pour faire votre étude? C'était votre propre idée? Moi, c'était parce qu'au campus, on avait fermé le campus. Vu que quand on est étudiant, on est jeune, on revendique des choses. Et moi, j'étais dans la mouvance de ceux qui avaient revendiqué toujours. Alors, le président Mobutu, à l'époque, il en a mis quelques-uns dans les camps à Kotakoli pour aller apprendre parce que puni. Et moi, j'avais pu échapper. J'ai pu rentrer chez moi à Lubumbashi avec l'ordre que je ne pouvais pas rencontrer d'autres étudiants. Ok, vous étiez militante, vraiment. Ah oui, quand tu es jeune, tu as envie que le monde change et tu es en première ligne. Et donc après, quand mon père avait pris un peu peur, il dit, avec toi, on ne sait pas ce qui va arriver. Pour me tenir à la maison, c'était un peu difficile. C'est toujours parti dans des réunions, des choses comme ça. Non. C'est bien. Doit partir... On s'était décidé comme ça un jour, pouf, tu dois partir. Oui. Et moi, j'étais déjà prête pour partir au campus l'année d'après. J'avais déjà rangé ma chambre et tout. Et je n'avais pas pu y aller. C'était direction à Kinshasa, mais transit de partir en Europe. Donc, c'est comme ça que je suis arrivé ici. Et depuis là, je me suis, avec la force des choses, comme tu l'as dit tout à l'heure, voilà, je me suis installé ici. Ok, donc vous arrivez d'abord à Mons, à l'université. Et ça se passe comment pour vous? Vous venez du Zaïre, vous atterrissez en Belgique. Bon, à Mons, il y a le français. Oui. Et maintenant, quels étaient vos repères et tout comme ça, se faire des amis? C'était comment pour vous en tant qu'étudiante? C'était pas compliqué parce que les gens que je retrouve à Mons, ce sont des gens qu'avec nous au Congo.
parce que, enfin, au Zaïre à l'époque, il y avait je ne vais pas vraiment dire c'est caste ou quoi, mais vous êtes dans des milieux, vous êtes dans les mêmes milieux, vous vous connaissez déjà depuis l'enfance, dans les écoles secondaires, et tous les parents avaient, voilà, mon enfant va aller étudier en Europe, et c'était l'Europe qu'on voyait, c'était la Belgique, pas tellement la France. Donc la base, vraiment, c'était Belgique, et la Belgique, vraiment, c'était donc Liège, donc il y avait des gens de Liège, des gens de Bruxelles, Bruxelles, c'est ULB d'ailleurs, et voilà, parce que Bruxelles n'est pas ici. Mons, parce que Mons est vraiment une ville estudiantine. Bruxelles, Liège, Mons, voilà, c'était les trois grandes villes où on retrouvait les Zaïrois à l'époque, et Louvain-la-Neuve, qui étaient étudiants. Donc, en fait, on se connaissait déjà depuis le Congo, depuis le Zaïre. Wow. Et donc, c'était pas très compliqué. Hein, souvent, on arrivait, on débarquait, on était dans ce qu'on appelait là-bas, la pédagogie, mais ce sont des chambres d'étudiants. Donc, parce que nous, on n'a pas de parents ici, donc c'est là où on se retrouvait tous. La journée, le soir, on se passait des messages. Voilà, toi, tu viens d'arriver, sache qu'ici, tel prof, tu n'auras pas plus de 7 sur 10, même si tu étudies comment, tu n'auras pas plus de 7 sur 10. Donc, des trucs comme ça, on se disait entre nous, et voilà. Donc, c'était facile d'arriver et de se retrouver entre Zaïrois à l'époque. Et parce que tout le monde était au même endroit et c'était facilement aussi la communication. Voilà. Et alors, on avait le cercle des étudiants zaïrois de Mons, le cercle des étudiants zaïrois de Louvain-la-Neuve, le cercle des étudiants zaïrois de Bruxelles, de Liège. Et donc, c'est vrai que, par exemple, Liège, c'est vraiment loin. Bon, eux, ils ont aussi leur communauté là-bas. Mais, par exemple, nous, à Mons, le samedi, voilà, c'est week-end où on va. Oui. Mais quand vous parlez de communauté et des cercles, je sais que c'est des choses qu'il faut créer. Comment vous avez commencé à créer ça? Ou bien ça s'est créé toute seule au fur et à mesure? Ou bien il y avait déjà des bases qui étaient là? Il y a des bases dans le sens qu'il y avait déjà l'ambassade. Donc, l'ambassade avec le monoparti. Donc, à l'époque, avec le MPR qui existait au Congo. Et le MPR avait une structure de jeunes qu'on appelait la jeunesse du mouvement populaire de la Révolution. Donc, eux aussi, ils avaient leur petit bureau à l'ambassade. Donc, on se retrouvait un peu tous dans le mouvement de la GMPR et ça se répercutait au niveau des universités. Les cellules de la GMPR se répercutent dans les universités comme à Kinshasa ou à Lubumbashi. Et ici aussi, il y avait ça. Donc d'office, on était enfant du MPR et on était dedans. Oui, et qu'est-ce que MPR représentait pour vous, en fait? Ça donnait, par exemple, ça organisait des activités? Oui, on organisait nos activités. Hein, et quelle sorte d'activités? Bon, surtout la musique. Oui. Il y avait beaucoup de gens qui aimaient bien faire la musique. À l'époque, ils avaient fait rumba, tout ça, oui, c'est toujours la rumba, puis des haïkos et tout ça de l'époque. Papa Rumba, c'est venu un tout petit peu après. Donc, on se retrouvait autour, voilà. On venait à Bruxelles, c'est plus à Bruxelles où il y avait nos compatriotes qui avaient des boîtes de nuit. On peut parler de Mambo, où il y avait d'autres inédits et Tropiquant qui était ici à Saint-Josse. Il y avait beaucoup de boîtes de nuit comme ça qui étaient tenues par des Congolais. Et bon, c'était là nos endroits où on allait se retrouver le week-end pour se défouler parce que nous, on était en province, donc c'était classe. Donc voilà, donc le week-end, samedi, on prenait notre train. Allez, samedi, on mettait des habits maintenant, des habits spécifiques pour venir à Bruxelles. Wow. Et c'était quoi les habits? Moi, Janine, elle a cité tous les boîtes de l'époque. Ça, j'ai retenu. Là, on sait qu'on est venu vraiment pour un long week-end et le dimanche, on nous clique et nous claque, on partait. Même l'apport de Namur, comme telle alimentation, ça n'existait pas. Nous, ce qu'on mangeait, en majorité, c'est des trucs que les parents nous ramenaient. Parce que les parents, ils venaient ici tous les 3 mois. Wow. Les mamans, elles venaient, alors elles ont fait de leur... À l'époque, il n'y avait pas des valises juste 22 kilos, non. Ils amenaient des malles avec le pondou déjà préparé dedans, les bitékou, les makayabou, les ndakala, enfin pour nous, les kassaïens et les katangais, et déjà préparé et tout congelé. On arrive, on met au frigo, au congélateur, et puis quand on a envie, on coupe, enfin on dégèle et on prépare. Le foufou, on n'avait pas ici, hein. On prenait les polenta des Portugais, là, on essayait de faire un foufou avec le tapioca ou quoi, de semoule de farine de tapioca et tout ça. On essaie de
Anko, de Nestlé, on essaie de faire du foufou pour manger. Wow, en tout cas, je suis contente que moi, je suis venue en Europe, il y avait déjà le foufou qui m'attendait. Ici, sinon pas, j'allais, avec ça, la crise. Mais si je comprends bien, maman Janine, donc, des parents, ils avaient des moyens d'envoyer leurs enfants venir étudier ici en Europe. Et même le parent, il pouvait se permettre de venir après chaque 3 mois avec la nourriture pour leurs enfants et les visiter et retourner au Congo. Surtout les mamans. Wow. Parce que ces enfants, ils doivent voir ces enfants. Et les enfants sont là pour étudier, ils ne savent pas tout. Bon, c'est vrai qu'à l'époque, comme on avait Air Zahir, on pouvait rentrer au Congo chaque année. Parce que quand tu étais étudiant, tu payais moins 75% du ticket. What? Parce que tu es étudiant. C'est un avion zaïrois, tu es zaïroise et tu as droit à ton ticket. Donc, les gens rentraient. 75%. Oui, par exemple, si le ticket c'était 100 francs, toi tu payes que 25 francs. Pour montrer voilà, pour te permettre de rentrer, de voyager. L'autre partie était pris en charge par l'État. On avait un Zaïre fort, hein. C'était pas voilà, genre que quand vous arrivez à Toison d'Or, les portes étaient ouvertes, hein. Il y avait pas, on vous suivait pas derrière. Non, puisqu'on savait que les mamans zaïroises, elles se voyaient à leur pagne. Elles étaient toujours en pagne. C'était le seul africain qui était vraiment mettaient leur pagne, mais je ne peux pas vous dire l'histoire du BBL, mais enfin voilà. Il n'y avait pas de BBL. BBL naturel, elle veut le dire, son époque. Il faut dire, maman. Avec ses enfants, ces 3-4 enfants-là du campus, ils viennent, on va aller faire des courses. Dans les magasins de Louise Haché Bouvy, on vous ouvre la porte, ils sont même prêts à vous donner, je ne sais pas quoi, parce qu'ils savent que vous allez rentrer, vous allez acheter. Donc, ce qui se voit côté magasin, oui. Les papas de Namur, là, les mamans, Mouansa, les autres qui appelaient il n'y avait pas de buvettes, hein. C'était très minime, les buvettes. C'était plus des magasins d'habits, d'œuvres d'art et tout ça. D'œuvres d'art? Oui. Vendues par des Congolais? Oui, par des Congolais. Donc, non, c'était pas n'importe qui dans les années 70-80, un Congolais. Toi, des Gringolais à partir des années fin 80. Mais sinon, non, on savait bien qu'ils sont venus pour étudier. Donc, c'est des enfants. On n'avait pas de problème de banditisme ou quoi pour la WAP. Donc, voilà, c'est un peu ça. Oui, maman, vous m'avez parlé de port de Namur. Et donc, vous avez dit de magasins, même de magasins avec des œuvres d'art, quelque chose qu'on n'a pas déjà maintenant. Est-ce que vous puissiez encore vraiment bien nous expliquer comment était port de Namur avant, dans votre époque, quand vous êtes venu étudier? Et c'était pourquoi les gens partaient à port de Namur? En fait, et tout le Bakutuma Tongé, pour les gens, parce que nous, on dit, c'est un jumelage dans les années 2000. Oui. Mais la porte de Namur, c'était vraiment un lieu on retrouvait le Congo, au fait. Parce que l'histoire, c'est que dans la rue de Londres, je crois, il y a eu la maison africaine. La maison africaine, c'était au départ une maison des Congolais. C'est-à-dire que les Congolais, quand même, dans les années 70, 60, après l'indépendance, quand ils arrivaient, ils pouvaient se mettre là. Il y a des appartements, des chambres et tout ça. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue, cette maison africaine. Il faudrait qu'un jour, je me renseigne. Et donc, elle est dans ce quartier. Et puis, il y a l'ambassade qui est aussi dans ce quartier-là. Oui. Donc, ce qui fait que, bon, tout naturellement, les commerçantes, les mamans congolaises commerçantes, qui aussi, au départ, c'était aussi des femmes qui étaient au Zaïre, et qui faisaient leur commerce et tout, parce que voilà, il faut nourrir les enfants. Elles ont pris ces échelles-là. Et apparemment, il y a un moment, en haut, là, les appartements étaient aussi habités par des Congolais. Oui. Je me rappelle, il y avait même un guest house là, dans la galerie. L'autre galerie, c'est laquelle? Celle de Port Namur, effectivement, il y avait un guest house là pour les Congolais. Donc, c'est venu comme ça, on a construit là, c'est devenu le lieu de rassemblement de tous les Congolais. Donc, tu habitais loin, tu habitais Mons, tu habitais Tournai. Week-end, tu rencontres là, autour d'un bon verre, et puis on va en boîte de nuit, ou si jamais il y a un concert de Zaïko ou quoi, parce qu'il n'y avait pas d'internet, c'était de bouche-oreille, on savait que le Zaïko allait venir, j'allais être à la place Madeleine, salle Madeleine, ou tout d'autres trucs là, de Louvain, et voilà, on venait écouter la bonne musique, et puis partir, rentrer chez nous, dans nos bouquins.
Oui, donc à l'époque, en tant qu'étudiant, c'était plutôt, vous organisez plutôt des concerts, C'est pas nous des qui organisons fêtes. les concerts. Non, ça, c'était vraiment organisé par le MPR, là. Non. Le Mhm. MPR, ça, c'est. Parce que tu parlais de structure. Oui, Donc, la structure qui nous reliait beaucoup plus, c'était la GMPR, c'était structure. Et donc, on était tous les enfants de Mobutu, voilà, GMPR, Jeunesse du Mouvement populaire de la Révolution. Et donc, dans chaque école. Et donc, voilà. Donc, si tu as un problème, tu vas là-bas. On essaie Oui. de te recadrer. Alors, on a le cercle des étudiants qui est là aussi. Donc, il y avait un président et tout ça. Donc, si tu es à Mons, ben, tu es étudiant, tu te rends dans les salles des étudiants. Il y a aussi ces phénomènes de chorale aussi. oui. Des gens qui aiment bien chanter, ils se mettaient dans des chorales catholiques. Et donc, ils faisaient aussi leur chorale. Et donc, voilà. C'est ça en termes de structure, Oui. où tu pouvais adhérer et tout. Bon, la politique, on ne faisait pas de politique. On n'avait pas encore la tête à ça. Et donc, voilà, quoi. Enfin, ça, c'est mon parcours à moi. Peut-être que Oui. quelqu'un d'autre avait la tête à la politique, mais moi, en tout cas, je n'avais pas cette tête aller faire de la politique, associatif et tout. Je sais pas. Parce qu'on était venu dans un but que tu viens 4 ans, 5 ans. À l'époque, on appelait licence et tout ça. On faisait la candidature, ce qu'on appelait maintenant bachelier, ça s'appelait candidature. C'était 2 ans, et puis 2 années de licence, et puis tu as fini, tu rentres, prends ton diplôme et tu pars chez toi. Donc, on n'avait pas l'idée de créer, Ouais, de quelque rester à long chose de terme vaste, pour quoi, commencer oui. à créer des structures d'accueil, je ne sais pas quoi, non. Ok, oui. Et là, tantôt, vous avez parlé de quand des étudiants arrivaient, vous les dites, oui, chez ce prof-là, tu peux que avoir un 7, même si tu travailles. Je ne sais pas comment c'était par rapport au racisme, ou bien c'est juste des profs qui étaient un peu embêtants, quoi. Alors, il faut se mettre dans la tête de quelqu'un qui vient de chez lui, il sait d'où il vient et il sait où il part. Oui. Donc, le mot racisme, c'est lui, ça n'existe pas. Ces mots de racisme, là, ça a été mis dans la tête des gens au fur et à mesure où on reste ici. Ce sont des mots qu'on nous impose. Parce que je compare les Aïrois de l'époque comme un peu les Nigérians qui arrivent ici. Ils s'en foutent du racisme. Eux, ils sont venus chercher leur truc et puis ils repartent. Donc, quand tu viens dans un pays, avec l'idée que tu viens étudier et puis tu t'en vas, tu ne vois pas ces trucs de racisme-là. Parce que tu ne cherches pas de travail, ça c'est une chose. Tu ne cherches pas de logement parce que j'avais des logements du campus. Donc, tu ne côtoies pratiquement pas ces gens, tu les côtoies qu'à l'école, au fait. Puis quand tu vas faire des courses au magasin ou des trucs pareils, leur vie, tu t'intéresses même pas. Donc, le truc de racisme, là, tu l'as pas. Voilà, tu dois la de quoi on parle. Ah ouais. Parce que t'es pas du tout concerné. Mais par exemple, quand tu vois, par exemple, quand je suis à l'hôpital, j'ai parfois des patients qui viennent, par exemple, du Maroc. Mais c'est des gens très joyeux et eux, ils comprennent même pas l'histoire de racisme. Ils sont venus se faire soigner, après, pour ton avion, ils partent. C'est pas comme ceux qui sont restés ici, on va revendiquer et tout. Non, on n'avait rien à revendiquer parce qu'on avait notre visa qu'on appelait de FALU, défense de prolonger après les études. Donc, on te donne un visa, c'est pour tes 5 ans d'études et puis c'est tout. Tous les années, tu as juste à aller prolonger ta carte d'identité qui doit fonctionner avec ton visa. Sans ton passeport, ta carte ne vaut rien. C'est pas que ça, tu es étudiant, donc tu n'as pas le temps de commencer à entrer dans les histoires de. Connaissez pas ça. Waouh. Wow, pour moi, vraiment, en tant que des générations après, quand j'entends ça, je me dis, c'est très, très fort. Et je comprends le lien que vous faites avec quand tu as rien à chercher. Tu sais que vraiment, c'est comme si tu pars en vacances et quelqu'un te fait chier. Tu t'en fous totalement parce que tu sais que voilà, tu vas rentrer. Ouais, tu es de passage et tu vas rentrer chez toi. Et à part, par exemple, s'il y avait Zaïko qui venait ou bien aux sorties de boîte de nuit, c'était quoi encore des activités que de jeunes Zaïrois congolais faisaient ici? Ben, toujours au niveau du cercle des étudiants, il y avait ceux qui aimaient bien lire, ceux qui aimaient faire le football. Voilà, donc, selon les thèmes des gens, ceux qui, alors ils s'occupaient, quoi. Mais comme je dis, c'est comme c'était des choses, tu viens, tu pars. On n'a pas commencé à noter, à empiler, à garder pour dire voilà pour les prochaines générations. Parce qu'on n'était pas dans le mode que les prochaines générations. En fait, vous n'étiez vraiment pas en train de planifier, vraiment de mettre de trucs. Donc, il n'y avait rien de tout ça. Non, parce que je n'ai pas beaucoup de photos, mais sinon, je voudrais demander des photos. Nous, on était toujours en haut talon. On n'avait pas de manteau. On n'avait pas de bas. Parce que nous, on allait acheter nos pagnes. Donc, dès que tu avais l'argent à la fin du mois,
t'allais chez maman, ça t'achète un pagne de mauve, par exemple. Tu vas aller à Vétrico, à Jette, aller acheter une blouse qui va avec la même couleur que le pagne. Tu vas aller t'acheter tes sandales et ton sac, parce que moi, dans la tête, tu vas rentrer au Congo. Oui. Donc, les manteaux et tout, c'était pas nos histoires à nous. Tu peux en avoir un, mais voilà. De toute façon, tu habites au même endroit que les cours. Les logements des étudiants, c'est pas loin de l'auditoire. Donc, voilà. Donc, ça n'était pas dans l'histoire de... Ah, voilà. Tu vas voir toutes les jeunes femmes de mon époque, elles avaient toutes les mâles où chaque mois, elle achète son pagne. Okay. Elle le met là-dedans parce qu'elle avait l'idée qu'elle va rentrer au Congo, elle s'habillera avec ça, quoi. Wow. Et côté communication, parce que je sais que vous n'avez pas encore des iPhones, des GSM comme nous maintenant, hein? Vite fait SMS, comment se passait la communication avec la famille au pays? Ben, la famille au pays, bon, c'était genre, on donnait des rendez-vous. On va appeler tel jour. Et il y avait la RTT, donc l'ancêtre de Belgacom. Tu peux appeler à l'étranger, hein. Il y avait des cabines téléphoniques où tu peux mettre tes 10 francs pendant 1 heure. C'était vraiment très, 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 très moins cher. Et j'ai une anecdote à Mons, dans une banlieue de Mons, un tout petit village, il y avait une cabine qui était en défaillance. De bouche à oreille. Tu vas aller voir Tala Moulongo Abat. Cabine, wana. Même si tu mets les 10 francs là, tu peux pas même mettre 5 heures. Les gens de bouche à oreille, ils commencent à appeler les amis qui n'ont plus appelé depuis des siècles. Voilà, parce qu'on appelait que la famille, puisque voilà, il faut donner rendez-vous, tel qu'il y a un téléphone, elle est dans une cabine et tout pour appeler. C'est comme ça se passait. Et la poste fonctionnait à merveille. Je peux te montrer, je garde encore le courrier. Là, la poste au Zaïre. De Zaïre, oui, de tous mes amis qui m'écrivaient par poste et ça arrivait à la maison. Des lettres et tout. J'ai envoyé des photos aussi. Oui. J'ai même bien gardé avec la fameuse enveloppe rouge-bleu, là, et un cachet, poste du Zaïre. Et ça arrivait ici. C'est comme ça qu'on communiquait, au fait. Donc, voilà. Et donc, vous, quand vous regardez votre expérience en tant qu'étudiante à Mons, ça a vraiment été assez positif avec votre communauté. Et donc, vous avez vraiment passé un bon moment aussi avec le soutien qu'il y avait. Oui, la communauté, même, je vois même sur Facebook, il y en a il y a des gens qui gardent toujours ça, qui a créé un groupe Facebook Banamons. Et voilà, de temps en temps, par exemple, la relation que j'ai avec Nicole Beaumélé, qui était députée, c'est une relation parce que je suis sa grande sœur de Mons. Donc, voilà, Alberta Mampaka, ce sont des grands frères de Mons. Donc, voilà. Donc, et Bruxelles, c'était votre lieu pour aller faire la fête et vraiment se retrouver avec celle de Liège et d'autres. Voilà. Et c'est les gens de Liège, ils organisaient des tournois. Avec les gens de Mons, on va aller les voir et ainsi de suite. Mais plus ou moins, chacun restait plus dans son coin pendant la semaine et on essaie de voir sur Bruxelles, quoi. Oui. Et quand les pays commencent à avoir l'insécurité, donc là, on peut dire 1995, quand ça commence. Bon, il y a eu en 1990 avec le changement de régime, Mobutu a été forcé de laisser un peu voilà, il y a eu des changements. Oui. Et donc, il y a eu des gens qui sont venus ici, principalement des Balouba. C'est pour ça qu'il y a une grande communauté d'enfants Balouba. Parce que les parents immigrés, parce qu'il y a eu les fameux problèmes qu'il y a eu au Katanga. Ils étaient beaucoup au Katanga et donc il y a eu cette génocide, on peut dire ça comme ça, épuration ethnique. Les gens se sont enfouis, tous les Balouba qui étaient dans les entreprises, l'Union minière de Katanga, donc la GECAMINE, ils ont fui le Congo, ils se sont éparpillés Canada. C'est là où maintenant la grande immigration est arrivée, Canada, États-Unis et une partie ici en Belgique. Et ils ont commencé à former au niveau politique une opposition. Vraiment une opposition qui se voit vraiment. Et donc, c'est pour ça qu'on pourrait voir qu'il y a beaucoup d'enfants, génération après, beaucoup de Balouba qui sont nés ici. Et oui, à ce moment-là, le dollar, le Zaïre a perdu son rayonnement. Et donc, il a fallu se réinventer. Oui. Il n'y a plus de bourse alors.
Oui, et c'était comment pour les étudiants parce que vous êtes ici et comment même donc vous suivez des nouvelles du Zaïre par les informations, la télé. Et c'était quoi en fait la réaction des étudiants? Comment vous vous sentez en ce moment-là? Parce que vous vous dites, vous planifiez rien pour rester ici. Donc vous êtes pas dans l'optique ou bien même dans l'idée de rester ici. Et dans un coup, vous entendez que voilà quoi, ça va pas bien. Ça n'a jamais été dans un coup, hein. C'est pas comme si ça tombe, non. Ah ouais. C'est dans des petits trucs, des disputes, un peu la Belgique et le Congo ne s'entendent pas. Allez, tous les Belges dehors. Après une énième réconciliation, c'est dispute, réconciliation, amour. Le Congo et la Belgique ont toujours été amour, je t'aime moi non plus. Ah ok, moi je pensais vraiment que c'était comme au bout tu es parti et tout a commencé. Non. Si tu sais même les éditoriales, même sur les infos RTBF, tu vas retrouver des podcasts, des émissions où c'est fini, les gens font leur bagage, les pillages sont arrivés, les pillages de Nantes, là ça a été vraiment quand même quelque chose de traumatisant. Il y a eu 3 pillages, donc les gens ont fui, ils sont venus ici, et puis il y a eu donc l'arrivée de Laurent Désiré Kabila aussi, donc ce qui fait que d'autres personnes sont venues demander maintenant l'histoire d'asile politique, et donc c'était tous les gens qui étaient au pouvoir, et c'était plutôt les gens du nord de l'Équateur. Donc, les gens sont venus ici, les bouquets de choux et tout ça. Donc, mais oui, disons la vérité, donc, c'est ce moment-là qui sont venus ici. Et le pouvoir a été donné, donc, entre guillemets, à Laurent Désiré. Parce qu'il était venu c'est pas une passation de pouvoir. C'était vraiment révolution. On chasse les autres et nous, on se met à sa place. À ce moment-là, les gens ont peur, les gens commencent à fuir, hein. Oui, donc, et vous, en ce moment-là... Le plus facile, c'est la Belgique. On a une histoire ensemble. Oui. Et vous, en ce moment-là, en tant qu'étudiant... Non, là, je ne suis plus étudiante. Hein. Ah, mais vous êtes resté... C'est quand que vous avez alors décidé de rester? Ben, moi, j'ai décidé de rester parce que avant que les affaires arrivent comme ça, c'est pas venu d'un coup. C'est petit à petit, on voit la récession arriver. Les parents n'ont plus d'argent. La quantité d'argent qu'ils vous envoient n'est plus possible. C'est comme aujourd'hui, tu as acheté hier un beurre à 1 euro et le lendemain il est à 2 euros, tu ne sais plus l'acheter. Oui. Tu vois, parce que t'as pas d'argent. C'est pas le coût de vie qui a augmenté, mais c'est l'argent qui a diminué. Et donc là, maintenant, vous commencez à vous lancer dans les qui cherchent, c'est-à-dire, vous commencez à faire les jobs. Les jobs que vous, quand vous étiez étudiant, bien, vous les snobez, là, parce qu'il y avait beaucoup de jobs d'étudiants. Non, on ne voulait pas faire les jobs d'étudiants. Il y avait même des profs qui demandaient. Il y avait un prof qui était dans l'entreprise Boel, qui est maintenant devenu, je sais pas, à Clabec, là, ça a changé de nom, du Ferco. Mais il suppliait les gens pour aller travailler, alors qu'ils payaient très, très bien. Mais les étudiants zaïrois ne travaillaient pas parce que vous avez assez d'argent. Bon, après, maintenant, on commence à se lancer. Les plus courageux ont dit, on va faire des jobs. D'autres sont restés dans la fierté, mais c'était pas évident pour eux. On se retrouvait maintenant, c'est plus payer ton loyer et tout, des gringolades. Alors, c'est la réalité, on peut le dire. D'autres ont commencé à faire voler l'argent facile, aller voler les chèques ou là, des trucs comme ça. Ça a commencé là. Ah, ben oui, parce qu'il faut continuer à vivre. Et d'autres sont lancés pas de chance, dans la drogue ou des choses comme ça. Donc, les femmes dans la prostitution, pour essayer de continuer à essayer de garder un semblant de vie de luxe. Et c'est là qu'après, il y a eu la vague des gens qui sont venus au Baïkoluka, qui a aussi augmenté, cette précarité. Et donc, voilà, il faut se battre pour vivre. Et Toyokoluka, donc, on vient, Toyokoluka aussi, mais dans un sens sans but, au fait. Comme d'autres communautés, tu vois, qui se disent, on est venu Koluka, on se donne 5 ans d'avoir de l'argent et tout. Nous, c'est chacun vient se chercher à sa manière. C'est pour ça que les immigrations des gens de la RDC ou entièrement Zaïre, chacun est venu pour lui. Il n'y a pas un truc en commun, on n'a pas de socle commun. On n'est pas venu chacun avec une idée commune, quoi. Oui. Donc, quand l'immigration arrive, des gens au Bazo qui guerre et tout comme ça, donc il y a plus de Congolais en Belgique, mais pas forcément pour venir étudier, vraiment venir s'installer et chercher leur vie. Est-ce qu'en ce moment-là, ça devient aussi beaucoup plus difficile pour vous, pour par exemple trouver du travail, la vie maintenant continuer comment vous avez fait? Mais on s'adapte, hein, on s'adapte. Donc le travail, quel travail les gens avaient? Le travail, c'est du travail manuel. Tu vois, d'aller travailler dans les restaurants, nettoyer les restaurants, faire les casseroles, voilà, des choses comme ça. C'était ce qui était
ce qu'on nous offrait. Parce que le blanc, c'était quoi? Bon, tu viens, tu pars. Oui. Peut-être parfois on se demande est-ce qu'il a déjà donné le diplôme parce qu'il donne le diplôme ou bien. Oui, c'est ça, c'est que j'allais Parce demander. Que c'était quand tu comment. Le même diplôme, là, on ne te prend pas. Oui, en fait, je voulais aussi demander côté des diplômes, parce que vous êtes arrivé en groupe pour étudier. Est-ce qu'il y avait aussi vraiment beaucoup qui finissaient? Ben oui, les gens savaient parce qu'ils n'avaient que ça à faire. Ah oui. Tout était stable, il y avait l'argent et tout, donc tu ne devais que étudier. Mais maintenant, quand dans les années 90, fin 80, quand tu n'avais plus d'argent, c'est-à-dire tu commences à venir chercher l'argent, quand tu vas chercher l'argent, parce que tu te dis, le gaz, il faut le payer, le courant, il faut le payer. Et donc tout ça, ça t'empêche maintenant d'étudier correctement. Oui. Et donc les gens commencent à redoubler. Et comme on avait le seul papier qu'on avait, c'était le fameux fallu défense de plonger après les études. Donc tu continues à payer des Minerval pour plonger ta carte d'identité. Oui, donc moi donc vous commencez à chercher du travail, trouver du travail. Et les diplômés, c'était facile de trouver du travail? Non, ton diplôme, tu l'utilises pas. Parce que de un, quand vous arrivez ici, on vous dit, ah, vous venez de Kinshasa, du Zaïre. Quand vous faisiez à l'école au supérieur, il y avait des langues, on pouvait choisir des langues. Oui. On vous dit d'office, vous ne devez pas prendre le néerlandais, vous n'avez pas besoin de ça. Hein. Alors on vous envoyez prendre comme langue l'espagnol, peut-être même l'allemand ou le portugais, mais le néerlandais, vous étiez dispensé. Donc du coup, quand tu vas chercher du travail pour t'emmerder, qu'est-ce qu'on te demande? C'est inspecteur néerlandais, c'est de ouh là là, je connais pas cette langue. Alors on peut dire en ce moment-là, vous sentez un peu de discrimination? Sur le coup, on ne le sent pas parce qu'on est venu apprendre un truc, on n'est pas venu apprendre les langues. Mais les langues font partie de la formation. Même si de toute façon, on t'a dit de prendre une autre langue, le néerlandais. Tu te dis, néerlandais, ok, tu acceptes facilement, tu fais des autres langues, tu ne fais pas le néerlandais. Parce que tu n'as pas le but de rester ici. Quand tu es venu, tu n'as pas le but de rester dedans, tu te dis pourquoi tu vas utiliser le néerlandais. Pour toi, tu te dis, néerlandais, c'est quoi, car la Belgique n'a Hollande. Oui. Donc après, maintenant, quand tu tombes dans l'histoire de ouais, là, chercher du travail, tu te retrouves que tu restes ici, eh ben, les néerlandais, pour t'empêcher de travailler, on va dire, est-ce que vous connaissez le néerlandais? Tu vois? Alors tu ne peux pas travailler, soit avec ton diplôme que tu avais reçu en sciences éco ou quoi, tu es obligé de avaler ta fierté, te dire, finalement, je dois quand même payer un logement et tout ce que je peux faire, je fais. Donc tu commences à travailler dans les restaurants, dans les casseroles, les assiettes et des choses comme ça. Majani, avec votre diplôme de l'université de Mons. Pour ceux qui ont eu, parce que moi, entre-temps, j'ai pas fait... oui, ok, avec les problèmes, tout simplement, des problèmes d'argent, comme on a commencé à travailler pour payer ton logement, tu n'as plus beaucoup de temps pour étudier. Alors tu vas échouer une fois, et puis tu refais la deuxième saison, ça va toujours pas, et puis après, tu sais plus étudier. C'est le cas de beaucoup de gens qui sont venus entrer dans cette période des années 80. Parce qu'ils sont arrivés, tout était bien, et puis ça commençait à chuter. Et ils n'ont pas pu finir les études parce qu'ils devaient travailler. Parce que tu veux ou pas, le propriétaire vous allez au foutre. Oui. Et les parents ne peuvent pas s'y envoyer parce qu'ils n'ont pas ses côtes. Pas ses côtes, et donc le franc congolais, le Zaïre a chuté. Oui. Donc même si tu envoyais 10 000 francs, 10 000 Zaïre à un moment, c'est 10 000 Zaïre, le taux d'échange que tu avais dans les années 82, 83, 85, 86 n'est plus le même. Ok. Donc, tu dois te réinventer. Donc, de d'autres qui sont plus paresseux, ils sont allés faire, comme j'ai dit, l'argent facile. Et d'autres sont mis à aller faire des jobs, travailler. Mais quand tu as été faire un job, tu transpires, tu es fatigué pour tes études, tu ne sais pas étudier, et ben ça commence à voilà. Donc, vraiment, c'est partir des enfants, en fait, qui viennent des familles très bien, des étudiants qui ne devaient pas faire de job d'étudiante. Papa, les parents envoyaient de l'argent ici en Belgique et dans un couple, plus rien. Et il faut commencer à se débrouiller. Et c'est comme ça que beaucoup n'ont pas fini les études et sont rentrés dans des petits jobs et sont restés ici et commencé à se préparer, en fait, pour faire leur vie. On ne se prépare pas, ils vivent au jour le jour. Oh, l'obé, ils ne savent pas, mais on se débrouille, on s'adapte. C'est pas avec le type de rester. Après, il y a eu les enfants qui sont arrivés. Parce qu'avec l'arrivée de beaucoup qui sont venus, ça a augmenté le nombre de personnes. Les mariages ont commencé à être entre les gens. Parce qu'avant, c'était plus les gens avec des petits blancs, des choses comme ça. Mais après là, on commence à se marier entre nous. Et puis, à faire des enfants. Et alors, ça c'est devenu un cercle vicieux. Pour Lucas, pour la bana, tout ça.
Wow. Jusque dans les années 99, quand l'écolo a pris le pouvoir, il a décidé de régulariser les gens. C'est-à-dire, mais tout Ah ceux qui oui, étaient en parce que Europe ouais, depuis Bozaki ça. peut sans papier dans un coup, parce que Bozaki, en tant qu'étudiant, vous renouvelez plus. Voilà. Et c'était quoi? Alors, c'était aussi que la banque disparaît, par exemple, la banque, on a des Zaïre, Oui, Pospe, Bandiko, au niveau Kende. économique, Donc, oui, beaucoup oui. de choses ont disparu. La Banque du Zaïre a disparu, la GECAMINE est tombée. Toutes ces institutions congolaises qui étaient, c'est la CMZ, donc bateau. Donc, il y a tout l'office de zaïroise de maritime. Oui. Donc, vous avez des bateaux zaïrois qui arrivaient ici aussi. Et aussi, il y avait des gens qui travaillaient dedans, qui avaient leurs enfants et tout. Et donc, toutes ces institutions-là sont tombées. Air Zaïre, on ne voulait plus des avions zaïrois ici. Il y avait Cibé Zaïre, on l'a aussi interdit. Donc, du coup, tous ces trucs-là, voilà. Les gens ne sont plus rentrés chez eux, même ceux qui travaillent à l'ambassade ne sont plus rentrés chez eux. Les étudiants aussi se disent, ah, tu vas rentrer, tu n'as pas ton diplôme, la honte. Et c'était devenu un cercle vicieux et voilà, on s'est mélangé avec ceux qui étaient venus pour chercher. Et ben, on a fait le Congolais actuel qui est sur le territoire. Wow, très triste. Merci beaucoup, Maman Janine, pour cette explication parce que je comprends vraiment mieux, en fait, ce qui s'est passé parce que même quand après nous, on s'est dit la question, mais qu'est-ce qu'ils ont mis en place? Mais maintenant, je comprends que ils planifiaient pas de rester, donc il n'y a pas eu beaucoup vraiment de documentation, comme vous avez dit, donc d'écrire des choses et faire... il n'y avait pas besoin. Oui. Waouh. Non, ça devrait vraiment pas être très, très, très facile, tout ça. Donc, vous décidez et vous restez. Et puis, comme Pekoya et tout comme ça, qui viennent aussi immigrer ici. Et quand tout le monde a bien, quand tout le monde a de l'argent, donc vous vous retrouvez aussi souvent, il y avait aussi souvent des regroupements de communautés parce qu'il y avait de l'argent pour aller, pour bouger. Mais quand des gens, ils ont moins, aussi quand des gens, ils commencent à chercher, donc vraiment, comme vous avez dit, chacun pour soi. Donc, comment vous pouvez décrire la différence entre la vie communautaire des Congolais après que le Zaïre est tombé? Comment vous pouvez décrire ça? C'était maintenant comment la communauté? La communauté, au fait, il y a eu deux sortes de communautés. Comme je dis, il y a ceux qui sont venus pour chercher ça, qui viennent pour Kolukambongo, et puis il y a les autres qui étaient venus pour étudier, qui ne veulent pas maintenant se mélanger. Donc, ceux-là se sont cachés, on ne les voit plus, et les autres ont pris la place. Mais en prenant cette place-là, ils ont montré le mauvais côté de la communauté. Et pourquoi ils ont montré le mauvais côté? Parce que c'est ce qu'ils vivent, parce qu'ils doivent survivre. Alors, du coup, la police est rentrée dedans et tout, parce qu'avant, la police, quand elle est venue chez les Zaïrois, c'est parce que vous faites du bruit. Vous avez fait une petite fête entre nous, on se dit, on fait du bruit. On fait, ah, tu viens chez moi, on va faire une fête. À l'occasion de quoi? De rien. Tu vas faire des beignets et tout. Et alors, ça fait du bruit, les voisins appellent. Mais il n'y avait pas d'histoire de drogue, de se taper dessus, de vol. Et maintenant, voilà. Maintenant, les autres se disent, on ne veut pas se mélanger avec ces gens-là. Oui. Mais en ne voulant pas se mélanger, on est resté. On dirait logique. Donc il y a eu un peu l'écart entre Batalo Yenge, si on peut dire comme ça, avec les intellectuels, entre guillemets. Et donc, il y avait deux camps. Voilà. Et donc, connaissant le blanc maintenant, il va plus faire sortir ce côté-là. Oui. Oh, il y a des racailles, il y a ceci, des trucs qu'on ne connaissait pas. Et donc, avec l'évolution, mais ils ont oublié qu'ils vont avoir des enfants qui vont grandir ici, qui vont peut-être avoir une autre façon de voir les choses. Donc, c'est de vivre du jour au lendemain sans pouvoir mettre à côté, voilà, pour te dire, voilà. Non, on vit au jour au lendemain. On ne met pas en place des choses pour rester, quoi. Oui. Mais maintenant, je sais que vous avez votre organisation, là où vous battez plutôt vraiment pour mettre en avant la culture kassaïenne, parce que vous êtes une femme kassaïenne. Et c'est quand, en fait, le Zaïre a chuté, c'est là qu'aussi votre, si je peux dire comme ça, esprit de militante que vous avez à l'époque est encore ressorti pour se dire Talande Ezokendo, en fait. C'est là que tu as encore vu, en fait, le désordre. Et c'est là que tu as vraiment pris la décision de commencer à travailler sur la transmission, garder la culture. C'est quand qu'en fait cette envie est née en vous?
Au fait, moi, avec l'éducation que j'ai eue, comme j'ai expliqué au départ, je suis venu ici enfant, et puis je suis rentré adolescent au Congo. Et moi, je me suis toujours considérée comme une zaïroise de tout le monde. Oui. D'abord, parce que j'avais aucun accent, parce que j'avais l'accent de l'Europe, donc j'avais même pas l'accent de Lingala, ni l'accent de Chiluba, rien du tout. Et pour la petite histoire, le Chiluba, je l'ai appris ici en Belgique, je l'ai jamais appris au Congo. Non, c'est pas vrai. Voilà. Donc, moi, comme mon papa il travaillait dans l'administration publique, on nous déménageait tous les 3 ans. Oui. Bukavu, Kinshasa, Lubumbashi, Bujima, donc on faisait, d'abord même à l'époque de Bukavu, on évitait que quand tu es ressortissant de Bujima, que tu puisses travailler en Bujima. Oui. Donc on a travaillé un peu partout. Donc j'ai beaucoup d'amis qui ne sont pas des Kassaïens. J'ai grandi avec ça. Oui. Et donc moi je me suis toujours senti comme zaïroise. C'est arrivé en arrivant ici que j'ai vu qu'il y avait des problèmes parce que il y a eu beaucoup de gens qui sont venus d'autres provinces. Tu vois, quand quelqu'un vient de sa province, il ne voit pas loin. C'est comme quand tu es en Flandre, là, il va tout juste parler de son petit patelin. Il va pas, voilà. Mais par rapport à un Bruxellois qui est habitué à voir des gens, c'est différent. Donc, à un moment, quand les enfants ont grandi et tout, au départ, c'était pour militer pour les femmes, pour les droits des femmes et tout ça. Mais après, au force, et après avoir vu les choses qui sont passées et tout, par exemple, l'histoire de l'épuration ethnique, moi, je ne l'ai pas vécu, j'étais ici. Oui. Mais après, quand j'ai vu les images, je dis, mais c'est pas possible, les Katanga avec qui je vivais, ça pouvait être... Et puis, je me suis dit, bon, je vais quand même me battre pour la transmission, parce que je voyais que d'autres communautés ici, les enfants, ils parlent français quand ils sont dehors, mais quand ils sont chez eux, là, ils ont leurs histoires à eux, que tout ça, ça reste. Et nous, donc je me dis, bon, je ne peux pas sauver tout le Congo, mais si je peux déjà me concentrer sur la culture kassaïenne, pourquoi pas. Et donc, c'est ainsi que j'ai approché les associations kassaïennes, mais il n'y a pas longtemps, c'est depuis 2005, c'est quand j'ai commencé à les côtoyer, parce que moi, je m'étais toujours senti comme une katangaise dans ma tête, au fait. Parce que je parlais, tout le monde à l'adolescence, j'ai passé au Katanga. Bon, c'est pendant l'adolescence qu'on fait ses amis. C'est entre 13 ans et 18 ans que tu fais tes meilleurs amis pour la vie. Et donc, je n'ai pas mis entre parenthèses mes amis katangais, mais je me suis dit, je vais me pencher sur la culture. C'est pour ça que les gens me commencent à me dire, mais toi, tu es devenu tribaliste. Les gens ne me comprennent pas. Mais je dis, je ne suis pas tribaliste. C'est une identité que j'ai acquis parce que la nature a fait que je naisse dans cette... Je dois m'appuyer sur ça et continuer à susciter les jeunes de ce côté-là pour que l'identité ne se perde. Parce que quand on perd son identité, on est anonyme, on n'est plus rien. C'est pour ça même au début, je vous ai dit, je m'appelle Munda. Mais tout le monde me connaît sous le nom de Janine. J'ai refusé ce nom-là. Je dis non, Janine, c'est anonyme. Mais Munda, on sait, ça vient d'où? De quel pays? Janine, on trouve ça partout. Ça devient... Donc, essayer de transmettre cette identité à nos enfants parce que quand tu sais qui tu es, je reviens à ce que j'avais dit au début, pourquoi est-ce qu'on s'en foutait? Parce qu'on savait qui on était. On est des Congos, des Zaïrois, Tozonga Zaïre. Hein? Mais si tu ne sais pas qui tu es, ben, tu es perdu psychologiquement, mentalement et tout. Mais au moins, donner à ceux qui ne savent pas d'où ils viennent un sens. Voilà, vous êtes nos ailes, mais vos racines, c'est nous. Et donc, c'est nous qui devons vous transmettre notre savoir, nos coutumes, en essayant de s'habituer avec ce qu'il y a ici, parce que les Juifs restent Juifs, les Marocains restent bien Marocains. Pourquoi pas? On doit aller de gauche à droite. Et cette histoire de tout le temps prendre le langage de ce que le blanc vous dit. Il dit, voilà, il y a du racisme. Toi, tu dis, oui, c'est raciste. Ah, les droits de la femme. Oui, c'est vrai, hein, la femme. Mais la femme africaine, au départ, elle n'a pas réclamé des droits, parce que chez elle, elle est comme une reine. C'est elle qui gère tout. Quand on regarde en Afrique, ce sont les femmes qui gèrent tout. Pourquoi tu vas commencer à se taper dans la tête? Non, il faut le droit n'anga. Quel droit? Hein? Maman Janine. Toi, tu es la reine. Mais c'est parce que on a pris des trucs d'autre part qu'on commence à se battre pour des trucs qui ne nous concernent même pas. Moi, je dis toujours, la femme, c'est Inabanza, celle qui gère la maison. Le mari part là dans la brousse, toi, tu dois rester dans ton foyer. Si tu n'es pas là, si là-bas, ton mari, on lui fait un animal de mort, il risque de mourir parce que quand l'esprit va venir pour te dire, voilà, il y a un problème, tu n'es pas là. Tu es parti chercher je ne sais pas quoi. C'est toi qui as regardé sur ton foyer. Maman Janine, un sujet, vous allez revenir pour ça, parce que là, vous avez lancé la bombe, là. Ça, c'est des bombes, mais on va parler sur ça, on va revenir sur ça pour une prochaine fois. Mais c'est super intéressant, ce que vous êtes en train de dire. Mais moi, pour revenir donc à
là tantôt, vous m'avez dit que vous préférez qu'on vous appelle... C'était quoi le nom? Munda. Munda, maman Munda. Mm-hmm. OK. Ça veut dire l'intérieur en Otchiluba? Oui, mon nom, c'est on m'a trahi de l'intérieur. Mm-hmm. Quand Mobutu, en 1974, a dit, parce qu'il était fâché contre les catholiques, il avait raison d'ailleurs, il a dit, voilà, il faut que les gens recourent à l'authenticité. C'est pas retour, mais recours. C'est-à-dire qu'on doit reprendre des choses qui sont bien dans nos traditions et le mettre devant. Et c'est là où il a empêché les femmes de mettre les pagnes, les pantalons. Donc, on ne voyait pas les bébés et tout ça. Donc, les gens étaient habillés toujours en pagne, bien. Une maman zaïroise, on était même fiers. Même quand on m'a dit, ça c'est bon, une Congolaise, une zaïroise et tout. Et donc, retour à l'authenticité, nous avait dit, enlevez tous vos noms chrétiens, que chacun prenne son nom. Donc, nos parents nous ont remis des noms qu'ils s'étaient censés nous donner. Donc, moi, on m'a donné, Kambila Munda Mukendi. Donc, c'est-à-dire, on m'a haï et trahi de l'intérieur parce que nos noms ont toujours une signification. On n'est pas de prénom, là. Et donc voilà, maintenant moi aussi je suis retourné, je me suis dit, quand on m'appelle Munda, je me sens bien, je sais qui je suis. Et ça m'aide à être fier. Hein? Que on va m'appeler Caroline, et puis il y a 50 Caroline, ça ne va pas. OK. Donc, voilà. Ça va, donc on a peine à changer. Oui. Moi maintenant je dis maman Munda. Voilà. OK, maman Munda. Je veux un peu qu'on repart sur la scène de vous êtes vraiment l'étudiante qui vit sa vie au tranquille. Mm-hmm. Maman, papa envoie l'argent. Et dans un coup, vous devenez militante pour construire parce que vous réalisez de l'importance de la transmission de vos valeurs. Mm-hmm. Vivant ici en Belgique parce que voilà, vous êtes mariés ici, les enfants ici. Et est-ce qu'il y avait aussi cet éveil pour les autres ou bien c'était vraiment quelque chose que tu te retrouvais un peu seul dedans à le faire? Ben, on n'est pas beaucoup. Parce que les autres trouvent, eux, ils connaissent, c'est naturel, c'est pas trop compliqué. Mais c'est maintenant que tout le monde se réveille parce que je reçois beaucoup de ah, mais ma fille, elle s'est mise avec un blanc là. Je lui dis, il faut donner la dot. Elle me regarde, maman, tu nous as jamais appris à parler de la dot. Tu nous as éduqués comme des blancs. Tu vois? Alors, parce que, voilà, ils n'ont pas pensé qu'il fallait transmettre. Ils voient, les enfants entendent quand ils voient que telle tante est mariée, mais il faut qu'on voit. Mais non, il faut leur dire, il faut leur expliquer les choses correctement. Donc, c'est pour ça que je me bats et je me dis, même si je reçois des coups de flèche à gauche, à droite, je m'en fous. Je sais ce que je fais. Moi, je suis là pour transmettre. Il faut qu'on laisse quelque chose, qu'on puisse laisser quelque chose. Tu vois? Oui. Par exemple, là, je suis en train de créer un prix. Une dame, une héroïne de l'ombre, qui a aussi combattu contre le colonialisme, mais on l'a mis dans l'ombre parce qu'il ne faut pas, un terroriste, il ne faut pas bailler et tout. Je sens de la ressortir. Il faut que nos enfants sachent qu'il y a des héros qui se sont battus. Vous ne devez pas croire que nous, on était là comme ça, le blanc est arrivé, et nous, on a dit Amen. Il y a des gens qui sont morts parce qu'ils ont dit non. Après, eux, avec les armes, ils ont pu nous mater. Oui. Et parmi ces gens, c'est surtout des femmes. C'est très important de passer cette histoire donc, aux enfants. C'est pour ça que on doit transmettre. Parce que je vois beaucoup de gens, hier je parlais avec un garçon, il me dit oui, moi d'ailleurs, j'avais même honte d'être kassaïen, je reniais ma kassaïenté parce qu'on me disait toujours du mal. Mais non, il y a un côté, il y a beaucoup de côtés positifs et on doit le faire. Donc c'est ça, c'est... Hein? Je dis non, faut pas qu'il y ait des kakabouilles, nakoufa, c'est dur, mais ça doit être fait. Oui, et l'exemple que vous avez donné de votre ami qui a dit, parce que ça c'est vrai, on pense parce que même pendant le matin, moi je me pose toujours la question, si aujourd'hui il n'y a plus nos parents, comment on va organiser que ce soit même les matanga, même les kinzonzi, qui nous apprend, parce que c'est pas parce qu'on est là, comme vous avez dit, c'est pas parce qu'on est là qu'on sait comment on va le faire. Je me dis, qui va faire les kinzonzi dans notre génération? On est là debout, tout comme ça. Ou bien ça va encore être quelque chose qu'on va changer beaucoup de choses. On a déjà changé beaucoup de choses. On a déjà... C'est pour cela, vraiment, cette transmission est super important. Et comment vous avez fait votre démarche pour mettre vos activités en place? Et quel était aussi le public qui venait? Parce que là, Bozan a deux camps. Koluka, qui ne sont pas du tout... ils vivent de jour au jour, donc ils ne savent même pas. Et puis, tu as des intellectuels aussi qui étaient en fait à cause de la honte, qui vient sur des activités que vous organisez pour la transmission. Mais bon, effectivement, avant Internet, avant l'essor de Facebook et tout ça, on l'a toujours fait, hein. Mais entre intello et tout, on discute et tout. Mais maintenant, avec l'essor d'Internet, on veut maintenant attirer les jeunes, voilà, c'est difficile parce que les gens, on est dans une société où métro, boulot, dodo.
on ne vous laisse pas le temps au loisir et tout. Donc, si tu fais une activité pour que les gens viennent, c'est un peu compliqué parce qu'ils pensent à comment on va payer sa facture demain, comment on va... Oui. Donc, ils vont préférer aller travailler que de venir ouais. à l'activité. Donc, on n'a pas beaucoup de gens qui viennent, d'autant plus que les générations qui venaient, beaucoup sont morts parce que c'est eux qui étaient attachés à la tradition et tout. Beaucoup sont morts, mais comme ils n'ont pas transmis leurs enfants aussi, ils ne s'occupent pas vraiment de choses. Il faut maintenant attendre. Comme il y a eu en 2018, le retrait de signature de Félix, pour que les gens commencent à me demander Maman, mais on ne sent pas Louba. Ah, mais moi, je ne savais pas que j'étais Louba. Et qu'est-ce qu'on a fait dans la vie? Pourquoi on nous a insultés? Ah, ok. Parce que maintenant, les autres n'ont pas oublié que vous êtes Louba, mais vous avez oublié, parce qu'on n'a pas transmis. Mais si on pouvait transmettre aussi des bonnes choses pour le vivre ensemble, ça aurait été bien dans la communauté. Mais on ne transmet pas les bonnes choses pour vivre ensemble. Parce qu'avec votre téléphone, là, tout le monde peut se mettre devant le téléphone, raconter n'importe quoi. Et c'est parti. Et quand vous dites pas transmettre de bonnes choses, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples? Transmettre le vivre ensemble. Oui. Se dire, voilà, on a eu toute cette évolution d'immigration. Maintenant, nous sommes des immigrés ici en Belgique. Nous devons nous comporter comme tels. C'est-à-dire mettre de côté nos trucs du Congo, dire, voilà, toi tu es Moulouba, toi tu es Ongala. Ici, ça ne nous sert à rien. Ça ne nous sert pas. Ça ne fait que nous desservir. On va être divisés devant l'ennemi. On a déjà le problème de racisme déjà qui nous prend la tête. On va qu'on se diviser entre nous. Ça va pas aller. Donc, créons le vivre ensemble. Il faut que nos enfants sachent qu'ils sont d'origine. Le socle, c'est le Congo. Nous sommes tous d'origine congolaise et que c'est vrai, nous avons des identités différentes. Ça n'empêche pas de vivre ensemble parce qu'avant, on a bien vécu ensemble. Moi, je te dis qu'avec mon père, on a fait tout le tour du Congo. On était toujours bien reçus partout. On ne disait pas, non, on arrivait à Lubumbashi, on était bien reçus, on arrivait à Kisangani, on était bien reçus, ou qui vous n'en parlons même pas. Oui. Moi, quand je rentre au Congo, quand je vois mes amis, parfois on se demande, mais qu'est-ce qui est arrivé au Congo que tel ne parle plus à tel? Oui, et vous savez, ce problème-là, toi tu viens de tel truc, c'est grave parce que les parents transmettent ça aussi à leurs enfants, et même dans notre génération, il y a encore certaines qui osent encore avoir des propos. Voilà, justement. Propos comme ça. Voilà. Donc c'est très grave. C'est ça qu'il faut se battre en tant qu'associatif. C'est ça mon travail, d'essayer de combattre tout ça. Comme je dis, il y a des gens qui ne me comprennent pas, il n'y a pas d'autres après. Même moi, au fait, tu as vraiment raison. Hein. Tu as vraiment raison. Il faut faire des choses comme ça. Hein. Il faut se dire, on est tous ensemble ici. Quand il y a un problème où il faut se mettre front commun contre le racisme, on se met. Quand il faut parler d'identité, on parle. Parce que voilà, quand tu viens te montrer, je veux épouser un homme de l'Équateur, oui, chez eux c'est comment? Parce que ses parents vont agir comme ça, même s'ils ne le veulent pas. Donc essayons de te montrer comment ça se passe chez eux et tout et tout. Oui. Peut-être que dans les générations de vos enfants, ça ne va plus exister, mais pour l'instant c'est comme ça. Oui, maman Janine, je me pose aussi la question parce que vous êtes arrivée ici à 19 ans et comment vous avez fait en fait pour organiser des événements pour transmettre la culture? Pendant que vous étiez ici, vous êtes allé chercher l'expertise ou c'est avec la vague des autres qui arrivaient qu'eux, ils ont passé beaucoup plus du temps au Congo. Comment vous avez fait? Il n'y avait pas aussi encore Internet? Non. Comment cela s'est passé on va vous former tout ça, c'est venu après, mais disons, c'est venu à l'âge de presque 50 ans. Vous-même, vous vous êtes rendu compte qu'il faut transmettre. Parce qu'en voyant comment la société est en train d'aller dans n'importe quoi, on s'est rendu compte que non, il faut faire quelque chose. Oui. Et comment faire quelque chose? Il faut se structurer. Structurer, c'est quoi? Qu'est-ce qui est le plus facile pour nous? C'est de créer une ASBL. Et maintenant, on voit les choses où on va lire, on va poser des questions aux gens, à nos parents, parce que nos parents, c'est eux qui ont connu la colonisation, comme plus d'un truc. Mais maintenant, les parents, là, à un moment, ils partent parce qu'on te dit, t'as pas trop envie de demander, de poser la question. Moi, je me rappelle qu'en 2010, je suis parti au Congo, je sais pas ce qui m'a pris dans ma tête. J'ai c'est mon papa, je dis, papa, écris-moi l'arbre généalogique. Oui. Si je l'avais pas fait, aujourd'hui, il serait mort. Et il est mort, d'ailleurs. Et maintenant, tout le monde me dit, c'est où là? C'est où? Parce que j'ai eu le courage de demander. C'est ce que nous, on n'a pas eu avec cette sorte de respect. Il ne faut pas parler par là. Or, ce sont des trucs qu'on perd. Oui. Tu vois? Donc maintenant, moi, je me dis, c'est nous maintenant qui restons parce que les parents sont partis, c'est nous qui restons les chefs, enfin, les plus âgés. On doit chercher maintenant, à gauche, à droite, des informations, ce qui est encore des trucs pour pouvoir bien transmettre aux enfants. Parce que comme je dis, je vois beaucoup des mariages et tout ça, mais c'est déformé. C'est déformé. Des mariages déformés, dans quel sens? Par exemple, je dis les Louba. Oui. Quand on se marie, c'est en petit comité. Donc, ça veut dire que le mari vient avec sa famille, il vient présenter l'autre famille. Nous, on ne doit même pas dire ce qu'il faut parce que c'est d'office, c'est toujours la même chose.
Maintenant, on commence à donner des listes, des pagnes, c'est des trucs qui ne sont pas de chez nous. On commence à faire des grandes fêtes avec des habits nigériens. Par contre, là, on a un peu évolué, maman. Maman Munda, là, vraiment, on a évolué. Il faut quand même nous féliciter de ce côté-là. Tout ça, il y a évolution. Oh, quelle est l'évolution que vous avez fait? On a fait l'évolution, maintenant, on porte du raffia. Ah, voilà. Tout ça, ta raffia. Maintenant, vous commencez à être fiers de raffia, alors qu'on s'est toujours comme ça, toujours dit, c'est rien. Alors que lui-même, les blancs, quand tu vas dans les musées, là, que quand Nadia a fait ses histoires, tu vois que, les tissus de raffia, là, les blancs, ils aimaient bien. Tu vois? Donc, comme vous appelez mindset, il faut changer le mindset et tout ça. Donc, oui. Et la question, si je voulais vous poser, c'est parce que je sais que dans votre génération intellectuelle, qui venait de bonnes familles, et on sait bien, bon, Congo, maintenant là je généralise, mais c'était vraiment des familles là où on parlait français, on parlait correctement français, l'ingala n'était pas vraiment permis parce que voilà, et c'était vraiment des gens aussi qui mangeaient. Donc en fait, c'était vraiment l'éducation européenne. Et vous l'avez vécu, vous avez reçu cette éducation et vous vous êtes rendu compte en fait autour de vous, vos amis de votre âge, que leurs enfants, on les a rien transmis, elles font tout, pas comme la couture levée, et puis ils se réveillent, boué. Non, c'est-à-dire que c'est ça l'histoire du Congo. L'indépendance, on choisit 2-3 personnes, voilà, vous allez étudier et tout, vous êtes les évolués, vous voyez, ce qu'on appelle les grades de maison. Alors on est fiers, on est évolués, et puis on transpose à nos enfants, nous sommes évolués, on mange dans des assiettes, on va à l'école en voiture, des écoles spécialisées pour vous, et tout. Et nous aussi, eux aussi font l'erreur, ils transmettent à leurs enfants. Oui. Alors du coup, il y a maintenant plusieurs castes. Alors les autres qui n'ont pas eu les chances que un de leurs grands-parents ait été pris pour être évolué. Ben voilà, il y a ce fossé-là. Il ne s'est pas mangé à table, il n'a pas appris ça, il n'a pas tout ça. Et bon, maintenant, on se dit, mais est-ce que pour moi, cette culture, c'était la nôtre ou pas? Moi, il y a d'autres gens qui se réveillent, non, c'est pas la nôtre, comme moi, je me réveille, je dis, non, c'est pas notre culture, il faut accepter les autres comme ils sont, parce que nous, on mime ce que l'Européen nous a. Et ça va suivre longtemps, parce que c'est eux là qui ont cette chance d'étudier, qu'alors les enfants aussi vont avoir la chance d'étudier, leurs petits-enfants, ça va rester comme ça. Oui. Ça va rester comme ça, c'est difficile de sortir, de changer. Il faut maintenant que quelqu'un d'une petite famille se batte lui-même pour se dire, voilà, je vais être celui qui va sortir de ma famille, la tête de l'autre de ma famille, mais aussi va transmettre ces valeurs-là qui ne sont pas bien aussi à ses enfants. Oui. Et comment vous avez cherché l'expertise? Donc, par lire de livres, poser des questions, et après, vous construisez le truc. L'expertise, c'est voyager. Oui. Poser des questions, rencontrer des gens. Oui. C'est ça l'expertise que tu peux avoir dans le domaine social. Parce que vous êtes aussi allé à Mbujimaï. J'étais partout, j'étais à Mbujimaï, j'étais à Ngandajika, j'étais à Kananga, j'étais à Kinshasa. Et moi, quand je vais à Kinshasa, les gens sont toujours étonnés. Moi, je suis en moto, je rentre dans les transports en commun. Parce que c'est là où tu vas entendre les choses. Ce n'est pas en venant dans ta Jeep bien fumée, tu vois personnellement, tu vas savoir ce que les gens pensent. Tu vois, je vis dans un quartier où il y a des gens, je vais au marché du coin moi-même. Oui. Je vais, j'achète les choses moi-même, je connais tous les prix. Tu vas pas bien venir me mentir. Comme toi, tu vas dépenser tes $2000 là. Moi, c'est même pas 30 €. Donc, tu vois, il faut, si tu veux apprendre des gens, il faut aller dans les gens. C'est pour ça que les gens qui font les sciences sociales, ils doivent vivre avec les gens pour connaître. Oui. Tu peux être en sciences sociales sans connaître les gens. Tu vois? Donc, c'est ça l'expertise, entre guillemets. Poser des questions. Et pas penser, parce que nous aussi, des fois, des jeunes, on a peur. On dit quand tu vas, ta grand-mère, tu peux peut-être poser des questions sur mariage, et tout comme ça. On a peur, on se dit, peut-être police, c'est des questions peut-être trop intimes, on ne peut pas poser, mais il faut les grand-mères, oser. jamais, peut-être avec la maman, mais pas les grand-mères. Les grand-mères, elles sont toujours cool. Toujours cool. Mais il faut oser poser. C'est comme ça que vous allez intellectualiser les histoires. Oui. Parce qu'il y a des gens qui ont écrit des livres. Quand tu vas lire les livres d'un cours, c'est tellement long à lire. Tu dis, Mais pourtant, il y a des travaux qui ont fait. Je peux dire, parmi les femmes, il y a Madame Faïk Clémentine Zouji qui a beaucoup écrit. Il y a Albertine Chibilon qui a beaucoup écrit. Il y a d'autres personnes. Mais on est dans un état où métro, boulot, dodo, ça t'empêche de lire pour t'évoluer, au fait. Oui. Tu peux même prendre tes congés 2 semaines là. Tu n'as pas le temps de lire. Oui. Or, en lisant, tu apprends beaucoup de choses. Oui. Et je pense qu'il y a aussi eu vraiment cette distance entre
des mamans dans des organisations qui organisent des activités et ils n'arrivent pas aussi toujours à... Le message n'arrive pas toujours chez nous, donc on n'arrive pas à se retrouver. Parce que moi aussi, pour vous retrouver, c'était... Moi-même aussi, je suis allée dans des conférences, dans des trucs, et après, on s'est croisés. C'est comme ça qu'on commence à parler. Je parle beaucoup avec vous. Vous me passez aussi beaucoup de informations. Et c'est là qu'on puisse vraiment faire des liens. Mais c'est très important qu'on puisse continuer le travail que vous faites. D'abord, participer, parce que vous êtes encore là. Donc, je participe dans vos activités. Et après, vous m'apprenez des choses. Et nous, on va continuer votre travail. Mais... ça me fait plaisir aussi de croiser une maman qui est positive à propos de pays, qui est positive à propos de transmettre nos valeurs et traditions aux futures générations. Quel message passerez-vous aux mamans qui trouvent ça difficile, vu la situation du pays, pour quand même passer l'espoir et ce message positif à propos du Congo à leurs enfants? Quel message pourriez-vous leur donner? Bon, ce que moi je peux dire aux mamans... nos enfants qui sont venus ici, ils sont venus apprendre, en fait. De toute façon, ils sont toujours considérés comme étrangers. Tellement que la couleur, elle est flagrante, ils sont toujours considérés comme étrangers. Même s'il est né, il a grandi ici, il a mis les mêmes pampers que c'est Céline aux yeux bleus, Céline va avoir le travail avant lui. Même s'il lui travaillait plus, il a un diplôme plus élevé, elle aura même le salaire moins que Céline. Donc, il ne faut pas empêcher les enfants de s'éclore. Et donc, le Congo, c'est encore un pays qui est tout à fait vierge. On a besoin de compétences. Et si vous dites que le Congo n'est pas bien, mais si nous-mêmes, on ne l'arrange pas, qui va l'arranger? Et nos enfants sont ceux-là qui vont aller arranger le Congo parce qu'ils vont amener les technologies d'ici. Et comme ça, ils seront égal à égal avec les gens d'ici. On ne pourra plus, comme je veux dire le terme vulgaire, les arnaquer. Donc, moi, je reste positif. Le Congo sera bâti avec tous ses fils et ses filles. Même ceux qui sont partis à l'étranger, qui sont nés à l'étranger, ils ont le sang du Congo et ils sont voués à venir relancer le Congo. Beaucoup de pays aussi ont été relancés par leur diaspora. Pourquoi pas? Il ne faut pas avoir peur. La peur, c'est quelque chose qui tue, au fait. Il faut enlever tout ce qui est peur. Même le pape Jean-Paul II avait dit, n'ayez pas peur. Parce que la peur, c'est un sentiment qui bloque tout. Dès que tu as peur, tu ne pourras rien faire. Tu ne pourras même pas rentrer dans le métro. Tu vas dire, non, il y aura une bombe. Donc, il ne faut pas avoir peur. Il faut enlever la peur et ouvrir les enfants. Je sais que ce n'est pas facile, il faut les accompagner. Parce que c'est un pays qu'ils ne connaissent pas. Il faut faire l'effort de sacrifier, de dire, voilà, je pars avec lui, commencer par aller en vacances 1 semaine, 2 semaines, et puis après, voilà, l'accompagner dans sa démarche. Et puis quand tu vois qu'il est OK, tu le laisses. La vie, elle est dure partout. Hein. Il va se battre avec les gens pour pouvoir avoir un poste. Comme ici, il va pouvoir... Il y a du tout, mais c'est la vie. On n'est pas toujours avec les enfants, on peut disparaître. Et puis on va laisser l'enfant ici rester... Ici, on a ce qu'on appelle le plafond de verre où il ne passera jamais. Et alors, ça va devenir des frustrés, des enfants psychologiquement. Voilà, il n'y a même pas de psychologues qui peuvent encore les aider. Il n'y a pas de psychologues, pas assez de psychologues noirs. Donc, est-ce que tu vas avoir un enfant frustré, dépressif, il va devenir fou, ou tu vas avoir un enfant épanoui? C'est la bonne question. Voilà. Merci, maman Janine. Et quel message donneriez-vous aux jeunes? Par rapport à la transmission, par rapport à cette acceptation de soi? Bon, chers jeunes, ça dépend si jeune ou si c'était de quel âge. Si ce sont les enfants que nous avons mis au monde de la première génération des immigrés, enfin, moi, je n'aime pas ce mot immigré non plus, des enfants d'origine congolaise qui sont nés ici en Belgique, c'est malheureux qu'on n'a pas eu l'occasion de vous transmettre parce que nous avons eu tout le problème de parcours de trouver les papiers qui a pris longtemps. Les gens ont fait peut-être 20 ans avant de trouver des papiers pour être stable, pour pouvoir... mais entre-temps, vous étiez en train de grandir, aller à l'école et tout ça. On n'a pas eu le temps de bien vous transmettre les choses. On a fait aussi la grande erreur de toujours appeler tonton, tantine, tout le monde. Et donc, du coup, tonton, tantine, les enfants de tonton, tantine sont les cousines. Ah, vous n'êtes pas tourné vers vos cousines pour vous épouser. Vous êtes parti maintenant à épouser les bandits ou les Turcs et tout ça. Et donc, du coup, la transmission s'est coupée. Voilà. Mais tout n'est pas perdu. Même avec vos enfants, on peut encore recommencer à bien écouter. Enfin, on va faire l'effort de vous transmettre nos coutumes. Et comme ça, vous les intégrez dans votre vie ici en Belgique. Et puis, vous pourriez plutôt nous donner des enfants tout noirs que des...
Donc voilà, pour les jeunes, c'est ça. Maman, Munda. Le Congo est un grand pays où il y a beaucoup d'espoir. Il y a tous les étrangers. Moi, quand j'étais parti au Nigeria voir ma fille, quand elle disait, ma mère elle est congolaise, ah, Congo, ah là là, match man. Je dis, qu'est-ce qu'ils racontent? Ils disent, oui, parce que eux, les Nigériens, dès qu'ils vont au Congo, ils deviennent millionnaires. Mais pourquoi nous, nos enfants d'origine de 100 Congolais, ils ne peuvent pas aller au Congo devenir millionnaires? Hein? Donc voilà, c'est vraiment ouvert, vous pouvez venir. N'écoutez pas la politique, les politiciens, c'est les politiciens. La vie là-bas, elle continue. On dit au Congo, ça ne va pas, mais si vous voyez le nombre d'avions qui descendent au Congo, à l'époque de Mobutu, il n'y avait pas ça. Des Coréens, des Japonais, tous les avions du monde entier descendent au Congo. Ils vont chercher quoi si le Congo ne va pas bien? La question qu'il faut se poser, c'est ça. Oui. Merci beaucoup, maman Janine. De rien. Merci, ça fait vraiment plaisir d'avoir des mamans comme vous dans la communauté. Et c'est pour ça que c'était important pour moi de documenter votre travail, de documenter vos paroles. Et ça m'a fait énormément plaisir de vous avoir ici. Et je vais mettre en bas, on va mettre votre Facebook, votre organisation et les activités que vous organisez. Ça va. Merci beaucoup, Bichila. Merci beaucoup, on maman. veut que les jeunes soient comme ça. Ah, merci beaucoup de nous avoir suivis. N'oubliez surtout pas de partager cet épisode avec quelqu'un qui cherche autour d'elle une maman comme maman Munda pour la motiver, pour la parler. Et donc, merci beaucoup and subscribe. Bye!